Bueno, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lucía. Bonjour à tous, je suis Lucia Losobis, je suis responsable des politiques d'enfance de l'UNICEF en Espagne. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Et pour débuter cette session que nous avons intitulée Réimaginer la justice pour l'enfance, je voudrais remercier au nom de l'UNICEF tous ceux qui nous accompagnent à cette session et également tous les participants en ligne et en présentiel en plus de nos invités. Et donc, je le répète, nous aurons les services d'interprétation simultanée en anglais, espagnol, français et arabe. Au cas où vous voudriez donc des appareils d'interprétation. Pour l'UNICEF, c'est un honneur que de faire partie de ce congrès et de pouvoir partager toute notre expérience au niveau international afin de permettre un accès vrai, respectueux et efficace pour tous les enfants à la justice. Comme l'a dit hier une des fillettes qui disait que la justice réelle n'est efficace que lorsque les enfants peuvent jouir totalement de tous leurs droits. Et je crois que c'est important d'écouter ceci, d'écouter la voix des enfants. Et par conséquent, à l'UNICEF, lorsque nous parlons de l'accès à la justice, nous parlons du fait qu'il s'agit d'un droit, mais également un moyen pour pouvoir exercer les autres droits. Et voici le cadre dans lequel nous allons travailler aujourd'hui au cours de cette session. Nous allons partager toutes les expériences de chacun d'entre nous, le programme que nous sommes en train de développer, réimaginer la justice. Nous allons présenter des données mondiales, des documents techniques que nous avons élaborés, la boîte à outils, ainsi que la note qui a été publiée au sein des agences des Nations Unies sur ce sujet. Une fois de plus, merci à tous d'être présents et sans plus, je vais donc débuter cette session et j'invite Blanca Yáñez, la chef de coopération multilatérale de l'agence de coopération espagnole pour le développement, qui est l'un de nos principaux partenaires, à prendre la parole. Blanca, vous avez le micro. Chers collègues, amis, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et de vous accompagner aujourd'hui, de faire partie de ce congrès pour la justice avec les enfants au nom de la coopération espagnole. Et comme l'a dit hier la ministre de la Jeunesse et le secrétaire d'État à l'éducation, l'Espagne est fermement engagée envers les droits de l'enfant et la coopération espagnole reprend l'importance de visibiliser et travailler tout particulièrement avec les droits des enfants. La justice adaptée à l'enfant est essentielle pour répondre aux différentes formes de violence et injustice à l'encontre des enfants et des adolescents dans le monde entier. L'Espagne comprend qu'aucune justice n'est pérenne si elle ne prend en compte l'enfance, ses besoins, ses voix et son droit à participer de façon active dans ces processus qui les impliquent. On ne peut pas avoir de développement sans inclure les enfants. C'est pourquoi ce congrès, nous sommes heureux d'accueillir ce congrès ici à Madrid, car nous pouvons participer et que toutes les différentes voies de la coopération espagnole puissent y participer. Nous travaillons sur différents sujets d'inclusion sociale, en passant par les domaines numériques ou encore la protection de l'enfance. Et donc, par conséquent, c'est un privilège de participer à la présentation du programme Réimaginer la justice en transformant l'avenir des enfants. C'est une initiative lancée par UNICEF en 2021 et qui compte sur la collaboration de l'Agence espagnole de collaboration internationale. Il s'agit ici d'établir de travailler avec cette feuille de route, cette déclaration d'intention et d'être engagé envers l'avenir de l'enfant. L'avenir des enfants est donc essentiel pour tous et nous avons besoin de réimaginer la justice car beaucoup trop d'enfants et d'adolescents dans le monde sont bloqués dans des systèmes judiciaires qui ne sont pas souvent adaptés et protègent leurs droits. Les conséquences sont dévastatrices non seulement pour eux mais également pour toute la société.
Et depuis l'agence, nous croyons fermement qu'une justice adaptée aux enfants n'est pas un luxe, mais un besoin si nous voulons des sociétés pérennes. Et donc, grâce à ce programme, nous avons développé 3 piliers. Premièrement, renforcement de la partie institutionnelle en formant des opérateurs, des fonctionnaires de justice, pour donner la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et pour accompagner des solutions innovantes qui permettent de ne pas criminaliser les enfants et fournissent des opportunités de développement constructrices et en prenant compte de la participation et des enfants et que leur voix soit écoutée et prise en compte dans tous les processus qui les touchent. Réimaginer la justice est un appel à l'action pour que les gouvernements, la société civile et le secteur privé, et bien évidemment les agences de coopération et autres acteurs, puissions construire des sociétés plus inclusives. L'agence de coopération espagnole, coopération internationale espagnole, réitère son engagement envers des initiatives telles qu'ici et qui font la différence dans la vie de personnes, d'enfants et d'adolescents se trouvant dans des situations de vulnérabilité. Je vous remercie. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a la... Merci beaucoup, Blanca. Merci également à la ESID. Et maintenant, je cède la parole à Madame l'ambassadrice de Suède qui collabore avec UNICEF en la matière. Merci. Très bon après-midi à tous. Chers invités, au nom du gouvernement suédois, c'est un plaisir d'être ici avec UNICEF, avec la ESID et vous tous ici à Madrid pour cette session intitulée « Rendre opérationnel le programme Réimaginer la justice pour l'enfant ». Notre gouvernement se fait un plaisir d'accompagner l'UNICEF sur ce point. La ESID a rejoint les consultations sur le développement de ce programme il y a 5 ans. Et la ESID a soutenu l'UNICEF dans la justice pour enfants afin que tous les enfants aient accès à la justice. Nous avons également soutenu l'UNICEF dans plusieurs pays, dans plusieurs missions pour développer davantage d'opportunités. Ce programme s'appuie sur les enseignements tirés dans plusieurs pays, les expériences de la pandémie en 2019 et l'étude mondiale sur les enfants privés de liberté a été reprise. Ce programme renforce la reddition de comptes de la part des pays et reconnaît qu'il faut une réduction de comptes pour permettre plus de progrès et une meilleure justice. Ce programme se fonde sur la non-discrimination. Il a été intégré dans les règlements et le Parlement et le règlement intérieur du Parlement. Et je voudrais féliciter l'UNICEF et tous les pays qui ont développé ce programme. Ben oui, c'est beaucoup mieux maintenant. Ce rapport et ces données qui sont lancées aujourd'hui, publiées aujourd'hui, montrent que beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je voudrais également remercier l'UNICEF pour son travail incroyable sur la boîte à outils et les documents de pratique, sur les pratiques à développer, qui permettent de rendre opérationnel ce programme. L'objectif de la coopération avec la Suède est d'éliminer la pauvreté, de réduire dans certains pays. En 2022, ce programme a été lancé et réaffirme l'objectif important et 6 thèmes
entre autres, lutter contre l'oppression et la liberté d'expression. La coopération multilatérale avec la Suède a également été adoptée. Le ministère des Affaires étrangères s'est allié avec plusieurs organisations multilatérales. Cette stratégie montre que nous continuerons à opérer en partenariat, par exemple avec l'UNICEF, en se fondant sur le programme des ODT. Et cette stratégie mise en œuvre par SIDA est celle de la coopération pour la démocratie et les droits de l'homme. À travers cette stratégie, avec un budget annuel d'1 million de dollars environ annuel, les organisations multilatérales et gouvernementales se maintiennent, et surtout pour les groupes non protégés comme les enfants, notamment les enfants dans le système de justice. Nous soutenons également l'état de droit, la reddition de comptes et mettre fin à la corruption. Avec son aide, l'UNICEF pourra donc continuer son mandat en lien avec la Convention des Nations Unies. Et ceci inclut le renforcement de l'accès des enfants à la justice et d'un plus grand soutien de la part des bailleurs de fonds. Nous savons que cette mission est difficile, mais nous devons nous assurer que chaque enfant ait accès à la justice. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias. Merci beaucoup à l'AECID pour tout le soutien reçu. Et maintenant, je cède la parole à Ashima Sengupta, la directrice de la protection du droit des enfants de l'UNICEF, qui va nous présenter les documents et la boîte à outils. Tous les documents sont en anglais pour l'instant, vont être traduits par la suite. Mais pour l'instant, elle n'est disponible qu'en anglais. Merci. Good afternoon. Très bon après-midi à tous ceux qui sont ici dans la salle et bonjour à ceux qui sont en ligne. C'est une après-midi très intéressante. Vous êtes tous très silencieux parce que vous n'avez pas eu de café, mais en tout cas, c'est une après-midi très intéressante car, comme vous l'avez écouté hier, nous allons lancer nos documents mondiaux sur la justice pour les enfants. Et je voudrais remercier profondément les gouvernements espagnols et suédois qui sont représentés ici par Blanca et Johanna pour leur soutien à ce programme de justice pour les enfants. Vous les avez écoutés, vous savez que ceci est un secteur qui doit être soutenu. Et malheureusement, c'est un secteur qui n'attire pas énormément d'intérêt de la part de nos partenaires. Donc, c'est pourquoi nous sommes encore plus heureux de compter sur le soutien de l'Espagne et de la Suède et de nous avoir aidés à travailler, à mener à bien notre travail. Merci beaucoup. Comme nos deux invités l'ont dit, elles étaient avec nous lorsque nous avons commencé ce programme de réimaginer la justice pour les enfants. C'était il y a 4 ans. Et 4 ans ne paraît pas un temps très long, mais le monde a énormément changé au cours de ces 4 dernières années. Et nous avons écouté tout type d'expériences. À Gaza, par exemple, les enfants à Gaza, au Myanmar, au Soudan, en Ukraine. Et donc, les choses sont devenues encore plus difficiles et c'est de là où la justice est encore plus importante pour les enfants. Et donc, je crois que c'est très intéressant de compter sur nos deux partenaires en ce moment où nous lançons ce rapport sur les réussites dans les différents pays, les réussites de ce programme. Et donc, voici un aperçu général de nos résultats.
Vous avez le rapport de Réimaginer la justice pour les enfants. Vous voyez donc une carte des systèmes spécialisés pour les enfants et l'augmentation des pays qui fournissent une aide juridique, des enquêtes spécialisées adaptées aux enfants, puis une judicialisation et criminalisation adaptée, ainsi que des approches multidisciplinaires pour répondre à des cas de violence à l'encontre d'enfants. Donc oui, des progrès ont été réalisés. Certains d'entre vous étaient à la session plénière hier, au cours de laquelle j'ai pris la parole, et il y a des éléments clés de ce programme. Lorsque vous regardez ici ce rapport, ce résumé, vous voyez qu'il y a véritablement des progrès qui ont été réalisés. Et nous sommes véritablement fiers de dire que dans 102 pays, au moins 61% des enfants qui sont dans le système judiciaire ont reçu une aide. De 2018, on parlait de 40%. Et vous pourrez dire qu'il s'agit ici de pourcentages bas, mais en fait, c'est de pourcentages importants. Depuis ce programme, l'UNICEF a publié des données annuelles sur les taux d'enfants faisant partie du système pénal. Et les catastrophes dévastatrices de l'incarcération au niveau du développement mental, émotionnel et physique des enfants est maintenant reconnu. Et le nombre d'enfants privés de liberté dans tous les contextes dans plusieurs pays est, comme je l'ai dit hier, non reconnu. Nous n'avons pas de système de collecte des données systématique. Donc, ce que nous constatons, c'est le pic de l'iceberg. Et je l'ai déjà indiqué hier, il y a donc ce facteur d'invisibilité. Donc il nous faut des données concernant les enfants privés de liberté. Autrement, il n'est pas possible de mesurer l'ampleur des formes de détention à laquelle sont exposés les enfants. Et il est impossible de concevoir des politiques et prendre des mesures adéquates. Nous avons donc des estimations globales et régionales concernant l'administration de la justice et les enfants qui reposent sur les données nationales les plus récentes, c'est-à-dire des données apportées par les gouvernements des États qui génèrent donc ces données. Nous prenons pour base donc des rapports des ministères qui sont chargés de la supervision de l'administration de la justice, donc les affaires sociales, les affaires... il y a plusieurs ministères dans certains pays, dans d'autres pays, il n'y a qu'un seul ministère, mais voilà d'où proviennent les données sur lesquelles nous nous sommes basés. Que constatons-nous grâce à ces données? Quels sont les grands chiffres que nous devons retenir? Au niveau mondial, 259 000 enfants, selon les estimations, étaient détenus au moins un jour en 2024. C'est plus d'un quart de million d'enfants détenus un jour quelconque de cette année 2024. Sachant qu'un jour déjà a de fortes conséquences sur un enfant, un jour de détention, nous voyons que nous avons encore beaucoup plus à faire. Dans la planète, sur 100 000 enfants, 15 étaient privés de liberté en 2024. En Amérique du Nord, ce chiffre est de 34 sur 100 000. Ensuite, l'Amérique latine et les Caraïbes, dont le chiffre est de 26, et l'Asie du Sud-Est, 24. J'ai toujours travaillé où le degré de développement est faible, il y a beaucoup de pauvreté, donc les pays que je connais avaient un très fort taux. Mais maintenant, je suis basée à New York et je lis que
les données de la région dans laquelle je me trouve a un taux des plus élevés. C'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, n'est-ce pas? Et puis la bonne nouvelle, heureusement qu'il y en a, parce que sinon nous ne serions pas ici, nous n'aurions aucune motivation pour poursuivre notre travail. La bonne nouvelle, donc, est que 67 000 enfants en moins sont détenus vis-à-vis du nombre de 2010 que nous avions en 2018. Donc les chiffres sont très élevés, mais il y a des progrès, il y a des avancées. Nous allons donc poursuivre cette tendance pour atteindre le chiffre de 0 à un certain moment. C'est la première fois que nous avons des données qui montrent cette tendance. Donc, espérons que nous pourrons donc voir quelle est la situation, mais aussi voir ce taux se réduire progressivement. En Amérique latine, en Amérique du Nord, aux Caraïbes, il y a eu une réduction des taux et du nombre d'enfants en détention, malgré que les deux dernières régions ont les chiffres les plus élevés en ce qui concerne les enfants détenus. Une autre bonne nouvelle, c'est que pour la toute première fois, un rapport conjoint de plaidoyer des Nations Unies a été adopté. Pour la première fois, une position commune des agences onusiennes concernant la privation de liberté est une réalité. Toutes les personnes œuvrant dans ce domaine, dans les divers pays, dans les diverses institutions sauront que ce n'est pas facile, parce que même lorsque nous sommes dans un groupe interministériel, nous savons qu'il n'y a pas toujours de consensus. C'est toujours compliqué. Et les agences onusiennes travaillent avec ces instances ministérielles pour la première fois, et c'est un grand pas en avant. Le groupe de travail des Nations Unies sur les enfants privés de la liberté est coordonné par le rapporteur spécial du secrétaire général sur la violence faite aux enfants, la rapporteure spéciale Najat, qui a été présente dans divers ateliers et qui est présente aujourd'hui. Nous avons aussi le bureau du secrétaire général sur l'état de droit, le comité sur les droits des enfants, les instances chargées des migrants. Bon, je vais vous parler de sigles, l'ONU-DC, l'OMS, enfin, il y a énormément d'agences impliquées. Ce rapport de plaidoyer présente les arguments économiques et politiques sur lesquels la détention est néfaste. Pourquoi c'est plus coûteux pour réduire le nombre de délits. Et plus tard, nous entendrons aussi les expériences de certains pays. Finalement, nous lançons un paquet de ce rapport technique qui comprend 10 matière et non pas seulement une. Elle montre toutes les composantes du programme ainsi que d'autres sujets pressants tels que le cas des enfants dont les parents ou les premiers aidants sont privés de liberté. Je me souviens lorsque je lisais ce que l'on pensait être la dernière version de ce document, moi j'avais encore des choses à apporter parce que je pensais comment peut-on déterminer quel est l'intérêt supérieur des enfants dans ces circonstances, parce que les familles, les parents, les premières personnes qui s'occupent de ces enfants sont privés de liberté, alors ces enfants sont invisibilisés, ils ne sont pas pris en compte. Donc, ça a été compliqué, ça a été très difficile, mais nous y sommes parvenus et j'espère que ce document sera utile pour tout le monde. Et un autre sujet est celui de la violence armée. Les groupes ne sont pas traités par la justice. Et il faut rappeler les gouvernements que ces enfants, les enfants recrutés par les groupes armés, sont des victimes. Ensuite, il y a le manque d'assistance sociale.
Nous avons donc les victimes, les enfants en conflit avec la loi et les enfants en procédure judiciaire. Si vous étiez hier en plénière, vous vous rappellerez de l'histoire de Mélodie. Elle nous a dit que même si elle n'était que le témoin dans l'histoire, elle se sentait invisible, non écoutée. Personne ne lui demandait à elle ce qu'elle éprouvait. Une autre question complexe que nous avons constatée, c'est l'aide juridique. Donc nous avons une orientation technique sur comment la mettre en place. C'est essentiel pour chaque enfant, quel que soit le droit applicable au recours, par exemple. Dans de nombreux pays, on cherche la justice dans des systèmes coutumiers, hors des systèmes officiels, et parce que ces autres systèmes sont plus proches des personnes, ils sont approuvés par les communautés. On doit donc prendre soin de ces systèmes pour préserver les droits des enfants. Tout ceci sera présenté le 27 juin en Pologne, lors de l'événement mondial. Les enfants victimes, l'autonomisation juridique des enfants, entre autres sujets, au total 10 sujets, seront abordés. Donc nous espérons que ces notes techniques ne seront pas simplement mises sur vos étagères, mais qu'elles vous serviront dans votre travail quotidien pour mettre en place un vrai refuge pour les enfants, pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits réellement. Ils doivent être conscients des droits qu'ils ont et doivent être en capacité d'exiger leur application. Et vous, en tant que défenseur de leurs droits, devez vous assurer de leur application. J'espère que vous pourrez vous inspirer des différentes expériences des pays repris dans ces notes d'orientation. Nous les avons invités pour qu'ils nous parlent des défis qu'ils rencontrent, mais aussi des opportunités qu'ils constatent pour améliorer les normes et les standards. Nous espérons que vous pourrez aussi partager vos défis et vos bonnes pratiques lors des échanges pour que nous ayons une communauté de praticiens, de champions, de défenseurs des droits des enfants et de la justice pour les enfants et que cela vous serve de motivation accrue pour vous acquitter de votre travail. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup, Shima. Comme on l'a dit, les documents sont accessibles sur le site web de l'UNICEF. Ils peuvent être téléchargés en anglais. C'est un excellent travail. Félicitations à l'équipe qui est derrière ces efforts. Maintenant, je vais donner la parole à Grace Acchioli, qui travaille avec l'équipe de Shima. Elle va être la modératrice de cette table ronde sur les expériences. Nous allons essayer de voir comment est mis en œuvre tout ce travail en lien avec réimaginer la justice pour les enfants et quelles sont les avancées que nous enregistrons toutes et tous dans le domaine. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en espagnol et en anglais. Je suis sûre que vous êtes tous et toutes vraiment très motivés après avoir entendu notre directrice Shima. Oui, je le sens. Je sens qu'ici dans cette salle, on est tous super motivés. Oui, très inspirés pour pouvoir continuer notre lutte en faveur de la justice avec les enfants. Et je remercie également nos collègues de l'AECID. Merci beaucoup pour cela. Je vais également appeler nos collègues qui ont enregistré de bonnes pratiques et qui ont enrichi ces documents techniques. D'abord, Natasha Ryan, Child Protection Officer. Maintenant, je passe à l'anglais parce qu'ils vont s'exprimer en anglais. De Afrique du méridionale et de l'Est, c'est la première fois qu'elle participe à ce travail. Elle va nous parler de la liberté dans l'administration de justice ou ce qu'on appelle, on a tendance à appeler les enfants en conflit avec la loi, les enfants accusés ou rendus coupables d'une infraction.
Nous avons également une collègue de l'Espagne qui nous accueille. L'Espagne a de bonnes pratiques. La docteure Eva Bajo va nous parler des bonnes expériences ici en Espagne et de l'Afrique méridionale et de l'Est. En passant par l'Espagne, nous allons aux pays asiatiques. Nous avons de la Bulgarie Nelly Petrova Dimitrova, de la Social Activities and Practices Institute. Veuillez me rejoindre ici à droite. Et pour terminer, nous avons avec nous un ancien ministre de Justice, l'ancien coordinateur d'une action dans le domaine de la justice et de la réforme légale de Timor-Leste, Madame Lucia Lobato. Merci. Applaudissons-les. Applaudissons-les chaleureusement. Elles sont venues de Timor-Leste, Bulgarie, Espagne, bon, pas très loin, et du Bangladesh, quoique elles représentent la pratique du sud et de l'est de l'Afrique. Excusez-moi, oui, le Mexique aussi est représenté par moi-même. Donc, nous avons, maintenant je parle en espagnol, en Amérique latine et aux Caraïbes, nous avons Maria Elisa Franco Martín del Campo d'une université appelée UNAM. Donc, c'est elle la représentante du Mexique. Qué pena con ustedes, es por casualidad. Alors, je m'excuse, mais apparemment, nous sommes toutes des femmes. Et celles qui ont procédé à l'ouverture sont également toutes des femmes. Mais enfin, nous sommes tous ici. Et maintenant, je voudrais céder la parole à Natasha Ryan, qui nous parlera d'une étude dans la région de l'Est et du Sud de l'Afrique. Ceci apparaît dans le document du groupe de travail des Nations Unies. Et ceci se fonde sur un document de l'Asie de l'Est. Et c'est un document sur les meilleures pratiques, sur les mesures de non-garde à vue. Parce que parfois, nous devons aller très loin et voir ce qui se passe dans d'autres pays. Natacha, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la diversité? That there's different interpretations. Ce que c'est que la différence et pourquoi est-ce que ceci est un élément essentiel du système de justice. Bonjour à tous. Et donc, pour parler des poursuites, ceci est un élément essentiel et il faut maintenir les enfants éloignés de tout le système de justice pour maintenir tout ceci à zéro. Ceci est une des actions qui peuvent être menées ou une décision prise par plusieurs acteurs ou juges. Et comme vous l'avez vu, l'interprétation dépend des différentes juridictions. Donc, on parle de la police, du parquet ou autres qui prennent une décision sur un enfant et afin que celui-ci ne passe pas par un système de justice. Il y a toutefois quelques conditions. Il faut que l'enfant accepte la responsabilité et non pas la culpabilité et mettre en place quelques mesures de déjudiciarisation. On peut parler d'une éducation continue ou un service à la communauté. Enfin, plusieurs mesures peuvent être utilisées à ce niveau pour se rendre responsable de l'incident. Et on parle ici de réinsertion. C'est-à-dire passer d'un système punitif à un système de réinsertion, de réadaptation.
Merci, Natacha. Et vous avez regardé la déjudiciarisation dans certains pays, entre autres subsahariens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tendances de cette étude? Oui, en effet, nous voyons que la déjudiciarisation a été mise en œuvre de façon positive dans 10 pays subsahariens. Et je me fonde sur la jurisprudence, et ce qui a été fait et des recommandations qui en découlent. Au Kenya, par exemple, nous avons des leaders en matière de réglementation, de cadres solides pour la déjudiciarisation et pour la mise en œuvre d'une couverture complète au niveau national. Nous voyons qu'en Tanzanie, par exemple, on peut passer à la déjudiciarisation pour des crimes. Et souvent, la déjudiciarisation est vue comme quelque chose qui peut être appliqué simplement aux délits mineurs, mais ceci peut être utilisé également pour des crimes, parce que des sentences ou décisions fortes ne permettraient pas souvent à un enfant donc de se réinsérer dans la société. Ceci peut également être appliqué à une récidive. C'est on parle de deuxième chance ou troisième ou quatrième chance. De fait, au Malawi, par exemple, nous avons vu ceci dans certains cas, comme au Zimbabwe. Nous voyons de meilleures pratiques en matière de déjudiciarisation, où vous avez ici, dans certains districts, une aide fournie par des ONG ou UNICEF qui sont mises en place des mesures et qui, après, sont utilisées par le gouvernement pour couvrir tout le pays. Les citoyens sont toujours... nous cherchons toujours à ce qu'il y ait des bases légales très fortes pour ces mesures. Alors qu'il s'agisse d'un système fondé de différents régimes, les acteurs doivent être autonomisés pour développer la déjudiciarisation. En Afrique, par exemple, on s'axe sur la traduction, la judiciarisation, au Zimbabwe sur la police, par exemple. Et donc, tout dépend de la culture légale des différents pays. En tout cas, selon le comité, chaque acteur devrait être autonomisé pour mettre en place des mesures de déjudiciarisation. Et je vais m'arrêter ici. Merci. Dernière question pour vous, Natacha. Comment peut-on renforcer les meilleures pratiques pour le comité? Lorsqu'il y a une volonté politique, des investissements dans les droits des enfants et un budget alloué pour le droit des enfants, je crois que les mécanismes de déjudiciarisation et autres mesures de protection sociale et de réinsertion fonctionnent. Quand on passe d'une culture punitive héritée à une culture de réinsertion et lorsqu'il y a un soutien public pour une justice restaurative qui s'éloigne de cette politique punitive et où il y ait un fort soutien de la part de la communauté. C'est là où nous voyons que ceci fonctionne. Mais bien évidemment, au-delà, nous avons besoin d'un investissement de fonds pour cela, de placer les enfants au cœur de tout ceci et de mettre en œuvre l'esprit de la Convention. Merci beaucoup, Natacha. Je sais que j'imagine que vous avez énormément de questions. En tout cas, nous avons des messages clés de la part de Natacha. Nous voyons que la déjudiciarisation, entre autres, sont souvent applicables pour des sentences mineures. Mais Natacha nous a montré que dans certains pays, et en Afrique, par exemple, du Sud, dans la partie sud de l'Afrique, nous avons des résultats très positifs lorsque la déjudiciarisation est également appliquée à des crimes. Cette étude prend en compte l'Asie, l'Océanie, et nous voyons
que les systèmes judiciaires pour l'enfance ou pour les mineurs ne dépendent pas du revenu des pays. De fait, les pays à moyen ou faible revenu ont des pratiques prometteuses sur sur les mesures de garde à vue et sur la justice et la valeur qui est donnée aux enfants. Et pour ce qui est de la déjudiciarisation, si celle-ci n'est pas applicable, l'enfant devrait avoir accès à des mesures de non-garde à vue, des mesures alternatives à la détention. Alors, de fait, les 10 éléments que nous voyons ici sont en lien les uns avec les autres. Et maintenant, je vous propose de céder la parole au Mexique à ma collègue Maria Elisa de l'Université au Mexique. Et comment est-ce que le pays promeut la participation et l'autonomisation des enfants dans le système de justice? Mélissa, vous avez la parole. Merci beaucoup, très bon après-midi à tous. Je vais parler en espagnol. Le Mexique est un État fédéral et donc nous avons une analyse à 2 niveaux sur cette question, sur les meilleures pratiques. La Cour suprême a publié un protocole pour agir dans les affaires avec des jeunes et adolescents. À partir de ce protocole, publié en 2011 dans sa première édition, ce que l'on fait, c'est marquer une orientation qui place les enfants au centre du processus. Ceci donc pour la justice fédérale. Maintenant, et là je voudrais me centrer sur ce point, nous avons 2 expériences importantes au niveau local. Nous avons 32 États au Mexique, c'est-à-dire 32 opportunités d'appliquer ces outils et ces normes. Dans 9 États fédéraux, nous avons 2 modèles qui placent les enfants au centre du processus, donc la salle d'audience pour les personnes vulnérables, premièrement, qui s'applique au niveau pénal, et la salle spécialisée pour la participation des enfants et des adolescents, et ceci appliqué en matière familiale. Et donc là, on procède à des adéquations physiques et procédurales, parce que dans les bâtiments, les enfants, les adolescents ne devraient pas rentrer en contact avec leur agresseur, par exemple. Donc ceci implique qu'il y a une entrée spéciale pour ces enfants et il est accompagné à tout moment. Nous avons une salle d'attente spécifique où il sera en contact avec une personne dédiée et pas un juge. Il s'agit là d'une psychologue. Et le juge regarde à travers une caméra et est en contact avec le psychologue. Donc, il n'y a qu'une seule personne, psychologue de l'enfance, qui est en contact avec l'enfant. Et autre élément essentiel de cette méthodologie, c'est la non-répétition et donc tout ce matériel peut être utilisé à nouveau parce que est mis en garde à vue. Et maintenant, je voudrais dire que pour cette méthodologie est appliquée dans 9 États, c'est-à-dire, et l'UNICEF a joué pour cela un soutien essentiel. Ceci a été mis en œuvre et soutenu par les cours suprêmes ainsi que les ONG travaillant dans la matière. Alors, je m'excuse, je n'utilise pas la traduction. On parle de Specialized Courtrooms for Children.
Madame Maria Elisa a déjà parlé également du rôle de la santé mentale. Elle a parlé des psychologues dans ces salles d'audience et de l'autonomisation des enfants lorsqu'ils procèdent à leur audience. Et quel est le rôle de l'UNAM en tant qu'institution académique dans cette initiative? Merci, je suis chercheuse dans l'Université autonome du Mexique. Il s'agit de l'université publique la plus importante du pays. Et au sein de l'UNAM, nous avons signé un accord de collaboration avec l'UNICEF afin de promouvoir cette méthodologie à 2 niveaux. Au niveau de l'enquête, premièrement, c'est-à-dire voir comment ce modèle est appliqué, quels sont les résultats, s'il répond ou pas à l'intérêt supérieur de l'enfant, comment est-ce que le droit des enfants à être écoutés est garanti, que leur opinion soit prise en compte, puis nous créons également des réunions trimestrielles avec les tribunaux supérieurs de justice pour mettre en œuvre ces méthodologies. De fait, la semaine prochaine, nous aurons une rencontre au sein de l'université où les psychologues et les juges vont faire part des avancées et des défis dans la mise en œuvre de cette méthodologie. Donc l'université a permis la partie de recherche et également promeut des dialogues entre le pouvoir judiciaire, la société civile et les victimes. Merci beaucoup, Maria Elisa. Now, Bien, donc nous venons de parler du rôle de la recherche, le rôle que jouent les données pour montrer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où il y a marge d'amélioration, où se trouve-t-elle. Et donc il y a beaucoup de bonnes pratiques dans notre domaine pour montrer la voie aux décideurs politiques, ceux qui font une réalité, font de ces politiques une réalité pour promouvoir donc l'intérêt supérieur des enfants. Pour terminer, Maria Elisa, vous avez dit que dans 9 États, cela est mis en œuvre. Comment est-ce que cette initiative va être amplifiée au Mexique? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'il y a une réforme constitutionnelle dans notre pays qui a modifié considérablement le pouvoir judiciaire. Le dimanche passé, les juges ont été votés, ce qui signifie qu'en 2027, lorsque cela rentrera en œuvre, cette réforme rentrera en œuvre, presque 7000 juges seront retirés de leurs fonctions. Cela voudra dire que nous allons avancer dans la perte des capacités de ces juges concernant les enfants. Donc, il y a un grand risque au Mexique vis-à-vis du respect de ce programme. Bien sûr, nous n'allons pas rester les bras croisés et j'en profite pour lancer un appel à se charger de s'opposer à cette initiative pour que les enfants, les adolescents ne tombent pas dans l'oubli. Les enfants, les adolescents ne votent pas, bien sûr, donc ils ne seront pas une priorité pour ces juges parce qu'ils seront élus par élection populaire, par vote populaire. Donc, la société civile, les agences comme UNICEF et bien sûr le monde universitaire, les universités doivent mutualiser leurs efforts pour relever ce défi majeur auquel fait face le Mexique en matière d'accès à la justice et notamment l'accès à la justice pour les enfants et les adolescents. Merci Maria Elisa. Je vais maintenant passer à l'anglais. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle nous pose une question à nous tous. C'est un défi. Un jour, les choses peuvent changer. Il se peut qu'il y ait des changements sur le plan politique qui entravent notre travail. Donc, il y a une étude qui a été menée, qui apporte des données probantes et qui peut servir à tous les décideurs politiques. Donc, les données
sont très claires et peuvent servir de base pour l'élaboration de politiques. Bien sûr, les enfants ne votent pas, mais bien leurs parents. Tous et toutes ici dans cette salle, tous les défenseurs des droits des enfants doivent inclure ces priorités et les faire passer aux autorités de leur pays. Mais bon, je sais qu'il est plus facile de le dire que de le faire. Mais bien sûr, nous pouvons tous nous mettre à la place des enfants qu'a évoqué Maria Elisa. Bien, maintenant nous allons passer à l'Espagne. Dr Eva Barro va nous parler d'un autre tribunal spécialisé qui est spécialisé dans la violence faite aux enfants. Dr Eva, vous avez la parole. Racontez-nous, s'il vous plaît, que sont ces tribunaux spécialisés. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, j'aimerais remercier l'UNICEF de l'invitation, de nous avoir permis d'être représentés ici. Avant tout, le tribunal de violences faites aux femmes et aux enfants en Grande Canarie se charge du jugement des délits commis contre les enfants et les adolescents perpétrés par les adultes. Voilà le contexte. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le premier tribunal ayant ces caractéristiques en Espagne. Il a vu le jour un peu après l'adoption de la loi organique de la protection intégrale des enfants et des adolescents qui subissent des violences. Et ce n'est rien de nouveau. C'est ce qui a été fait grâce à Tomás Martín, qui, depuis une décennie, développait des mesures pour que les enfants et les adolescents exposés à la violence aient accès à un procès plus équitable. Il ne faut pas une justice adaptée aux enfants, mais une justice créée pour les enfants. Et il ne faut pas faire un pot pourri pour adapter les systèmes que nous avons déjà existants, mais aller au-delà. Bien, je suis médecin légiste. Je suis professeur à l'université de Las Palmas, en Grande Canarie. Et depuis la création de ce tribunal, nous avons toujours estimé que le tribunal devait avoir une équipe spécialisée pour faire un examen de ces enfants victimes. Nous suivons le modèle des instituts d'évaluation médico-légistes et nous savons maintenant quels sont les professionnels qui sont nécessaires pour interagir avec un enfant qui a subi une violence. Il faut une équipe pluridisciplinaire, une évaluation qui implique, qui prenne en compte tous les aspects qui ont trait à la santé d'un enfant, la santé psychosociale, qui est le seul fondement de la santé d'un enfant. Cet aspect a plusieurs aspects et a plusieurs facettes, et il faut tenir compte de toutes ces facettes. Une fois qu'un enfant est victime, il faut se remonter dans le temps, voir quel est son entourage familial, voir quel est son historique de santé, entre autres. Et donc, pour résumer, je vais vous parler de l'adaptation des espaces judiciaires qui sont spécialement hostiles envers les enfants. Ce matin, Tomás Martín, justement, a exposé certaines des mesures qui ont été mises en œuvre dans la cité de la justice, à Las Palmas. Et nous avons une équipe spécialisée en neuroarchitecture. Et donc, une adaptation a été faite de ces instances judiciaires pour qu'ils deviennent des espaces consacrés à l'accueil de ces enfants lorsqu'ils étaient en contact avec la loi, lorsqu'il fallait faire des données préétablies, des preuves préétablies, etc. Ensuite, notre équipe a développé une autre mesure, la maison de l'enfance. Cet espace a été créé récemment pour eux, ad hoc pour eux, pour les enfants qui doivent apporter un témoignage, pour qu'ils aient un espace accueillant pour eux,
Donc, on tient compte de l'architecture, les couleurs, les odeurs, les bruits, tout, pour que tout mette à l'aise l'enfant. Et il me reste quelques secondes. J'avais 5 minutes pour ma parole. Donc, en parallèle, nous avons un protocole coordonné avec d'autres institutions, notamment les forces de l'État, le domaine de la santé, de l'éducation. Ce que nous avons réussi à faire grâce à cette expérience, c'est premièrement multiplier par 10 le nombre de déclarations de violences faites aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de délits commis contre les enfants, mais qu'ils sont plus dénoncés. Et deuxièmement, ce qui est essentiel, l'impunité, qui a été réduite drastiquement par rapport à ce qu'on voit dans tout autre système ayant trait aux enfants en Europe. Thomas Martin donnait des chiffres ce matin concernant la réduction de taux de classement sans suite. 0,7%. Le taux de condamnation est de 94%. Donc nous avons la plupart des cas qui aboutissent à une condamnation parce qu'il y a un établissement des preuves. Ça a été renforcé brutalement. Donc nous avons maintenant la technologie de l'ADN, des explorations, des examens médicaux. Nous avons avancé tellement que nous arrivons à obtenir des preuves bien plus que jusqu'à maintenant. Voilà un peu comment nous travaillons et les résultats que nous avons obtenus grâce à notre expérience. Merci, excusez-moi, j'essaye de suivre, mais vous avez déjà répondu à toutes mes questions, donc je ne vais pas en poser d'autres. Votre exemple a montré donc le rôle que jouent les autres domaines, donc le domaine de la santé, les médecins légistes, le soutien psychosocial et les professionnels qui s'en chargent. Donc, vous avez une équipe pluridisciplinaire. C'est ainsi que sont menées les enquêtes. Merci beaucoup, Dr Eva. Et je passe à l'anglais. Nous parlons donc d'approche pluridisciplinaire. Nous allons maintenant voyager en Bulgarie pour parler d'un autre modèle qui est appliqué dans ce pays, connu comme le modèle Barnahus. Nous avons Madame Nelly de l'Institut des pratiques et des mesures sociales. Merci. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Nelly Petrova. Je suis la présidente de l'Institut des activités et des pratiques sociales, une ONG qui travaille depuis de nombreuses années avec UNICEF. Et nous essayons de développer et d'intégrer les services sociaux pour les enfants victimes de délits et de violences. Je suis travailleuse sociale, je travaille dans la pédagogie sociale à l'université et nous essayons d'établir un lien entre la théorie, les recherches et la pratique. Alors, je vais vous parler de nos pratiques. Je vais vous parler du modèle Barnahus que l'on applique en Bulgarie. Il a été mis en œuvre il y a 20 ans. C'est une pratique pluridisciplinaire conçue de façon similaire à ce qu'a expliqué notre collègue dans les locaux des services sociaux. Dans nos pratiques, les psychologues, les pédagogues effectuent des entretiens au nom du système judiciaire. Ils s'entretiennent avec l'enfant, ils suivent un protocole international pour le déroulement de cet entretien. Et dans d'autres salles, nous avons des agents de police, des procureurs, des juges. Bon, cela dépend de l'étape à laquelle se trouve l'affaire. Grâce à cette pratique, en 2016, nos collègues d'une fondation ont partagé leur expérience en matière de justice adaptée aux enfants. Nous avons aussi un travail
collègues en violence intrafamiliale et nous avons suivi donc le modèle Barnaeus et nous avons établi 3 centres dans 3 régions différentes en Bulgarie. Et après la phase pilote, le projet a été évalué et le résultat est fortement satisfaisant. C'est un audit indépendant qui a été fait. Maintenant, nous allons répliquer, faire répéter ce modèle dans d'autres régions parce qu'il y a eu des changements et il y a une approche pluridisciplinaire, multi-agences. Et donc, grâce à l'UNICEF, nous disposons de ces centres dans 8 villes supplémentaires en se basant sur le système de services sociaux de notre pays. Dans 2 de ces villes, nous avons essayé de développer des zones de protection plus, c'est ainsi que nous les appelons. C'est là que nous essayons d'interagir avec les enfants accomplis avec la loi qui ont des comportements violents et des problèmes conductuels. Merci beaucoup, madame. Et j'aime vous entendre dire que vous essayez d'établir un lien entre la théorie et la pratique. C'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui, de voir quelles sont les pratiques menées dans divers pays, dans diverses régions, dans des contextes différents. Et maintenant, avant d'ouvrir le débat pour la ronde des questions, nous avons Lucia Lobato, qui est ancienne ministre de la Justice de Timor-Leste, et elle va nous parler des autres éléments que nous n'avons pas encore évoqués, l'assistance juridique, l'autonomisation juridique en Timor-Leste. Ils font un grand travail pour l'autonomisation juridique en Timor-Leste. Madame Lucia, vous avez la parole. Thank you. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de parler ici. Très bon après-midi à vous tous, chers collègues. Je crois que nous avons beaucoup d'expérience et nous sommes là pour la partager avec vous. Et je crois que ce forum est essentiel pour pouvoir partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, nous procédons à une réforme judiciaire et légale de notre système. Et ceci est un programme important mené à bien par le gouvernement. Nous avons un ministère de la Justice qui est compétent justement pour cela. Et le Premier ministre a décidé de créer un groupe qui dépend de lui. Et je dirige ce groupe. Avec l'aide de l'ONU, du PNUD, nous conduisons et menons à bien un diagnostic de notre système légal et judiciaire. Après ce diagnostic, nous avons émis des recommandations essentielles qui ont été prises en compte par le gouvernement pour mettre en œuvre des réformes en matière judiciaire et légale au Timor-Leste. Et là, nous avons 3 problèmes qui ont été soulignés. Premièrement, au niveau institutionnel, nos tribunaux ont besoin d'être renforcés. Au niveau légal, nous avons besoin davantage de lois. Et comment le dire en anglais? Je m'excuse, je ne parle pas très bien anglais. J'espère que d'ailleurs vous pouvez me suivre. En tout cas, nous avons beaucoup de lois, mais qui doivent être révisées. Et en plus, nous devons approuver de nouvelles lois. L'accès à la justice est difficile.
Nous n'avons que 4 tribunaux de première instance dans tout le pays et une Cour suprême. On l'appelle la Cour d'appel, qui est compétent, qui a les mêmes compétences que le tribunal suprême. Lorsque l'on parle d'accès à la justice, nous devons prendre en compte tout le monde. Et la difficulté la plus importante à voir avec les ressources humaines, nous avons de bonnes lois, nous avons des professionnels, mais des ressources humaines très limitées. Et par exemple, lorsque l'on parle d'assistants juridiques au Timor-Leste, nous avons le ministère public, procureur, qui ont été créés. On continue avec ces institutions créées. Et c'est le gouvernement qui finance le ministère public. Et ils obtiennent entre 1 et 3 millions par an pour toutes leurs activités. Nous avons un nombre très limité de procureurs, juste 24. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de financer certaines ONG spécialisées en matière spécialisée en droit des enfants. Nous avons également compté sur des avocats privés. Et nous avons besoin de faire davantage. Nous n'avons que 34 avocats pour tout le pays. 34 défenseurs publics. Tous les adultes et les enfants sont toujours représentés. Un enfant accusé d'un crime est soutenu par un professionnel à tous les niveaux de la procédure. Nous avons un système judiciaire qui, en tout cas, dans lequel l'État garantit cela. Nous voyons actuellement des milliers d'enfants emprisonnés. Au Timor-Leste, nous n'avons qu'un seul jeune emprisonné. Qui est en détention provisoire avant... En détention préventive, en prison préventive, pardon, de 13 ans. Et on ne devrait en avoir aucun. Children now. Et les enfants parlent lorsqu'ils sont des victimes de crimes. Et ils en parlent au sein de leur famille. Ceci a été un véritable défi. Pour nous, cela a été un véritable défi au cours des 10 dernières années. Nous avons augmenté l'accès à l'information, en ligne entre autres, et développé des ateliers de sensibilisation. Et c'est ce que nous avons pour l'instant au Timor-Leste. Mais nous parlons de réformer le système, d'apporter une aide à toute l'assistance juridique et surtout en matière de droits pour les enfants. Merci. Ici, on parle de
la façon dont le gouvernement soutient le secteur privé, les avocats privés et les défenseurs publics pour pouvoir servir les citoyens dans toutes les étapes de la procédure au Timor-Leste. Et je sais qu'ils ont la responsabilité criminelle est à 16 ans au Timor-Leste. Et donc, il y a les interventions correctes sont celles qui se fondent au niveau de qui débutent au niveau de la communauté, afin qu'elle ne soit pas afin qu'elle soit facile à mettre en œuvre. Nous avons maintenant quelques minutes encore pour notre public. Si vous avez des questions à poser à nos invités, si vous avez des questions sur ce rapport, vous avez au fond de la salle un souvenir, puis également une brochure disponible en espagnol et en anglais. Vous avez un code QR disponible aussi. Si vous avez maintenant des questions pressantes à poser à nos invités sur ces produits ou éléments qui ont été développés, n'hésitez pas à prendre la parole. All right. So I have a Oui, j'ai une question pour Madame de la Bulgarie. Vous avez parlé du fait que vous avez 3 unités actuellement. Et que vous cherchez à mettre tout ceci, à développer tout ceci dans d'autres villes. Comment est-ce que ce modèle est financé? Est-ce que ces 3 unités sont des unités permanentes qui sont financées par le gouvernement ou par des ONG? Et quels sont les principaux défis pour développer ce modèle Barnahus? J'ai cru comprendre que ceci est un projet pilote. Donc, quels sont les défis et surtout en matière de financement? Merci. Allez-y. Merci pour cette question. Au niveau de la phase pilote, c'est l'UNICEF qui a financé les centres. Et il s'agit de centres, pas de maisons. Et c'est eux qui forment sur les différentes procédures, sur les droits de l'enfant, qui fournissent un accompagnement médical à l'enfant. Et après cela, nous avons permis une pérennité de ces 3 centres grâce à une assistance sociale. À une assistance sociale, oui. Car dans mon pays, ceci est compétence des autorités locales. C'est-à-dire que il y a un concours qui est réalisé et cette compétence peut après être responsabilité d'ONG ou peut-être financée directement. Et maintenant, nous avons une loi relativement nouvelle sur l'assistance sociale avec une approche intégrée. Cela veut dire que nous sommes des fournisseurs de services et que nous sommes donc obligés de fournir des services intégrés avec d'autres secteurs. Avec l'UNICEF, nous travaillons donc avec le gouvernement et ces 3 centres sont financés maintenant grâce au budget étatique. Dans les bâtiments de l'assistance sociale, nous avons des salles dédiées à cette assistance aux enfants et nous cherchons à développer d'autres activités autour de cela, c'est-à-dire des thérapies psychologiques par exemple, car là on parle d'une assistance sociale pour les enfants à risque. C'est-à-dire que toutes ces activités existent déjà, mais l'équipe doit coordonner tout un travail pluridisciplinaire
autour de ce cas. Les défis sont les mêmes que les défis déjà mentionnés, c'est-à-dire en matière humaine, former davantage de personnes. Oui, je crois que ceci est véritablement le défi majeur. Si vous voulez apprendre davantage, nous aurons un atelier sur ce point. Nous avons également documenté différentes pratiques et méthodologies et l'une d'entre elles s'axe sur le modèle Barnard-Russe, si vous voulez, dans nos documents. Nous avons également l'unité de protection de l'enfant. Nous avons lancé tout ceci il y a 1 an. Et c'est un document sur toutes les pratiques pluridisciplinaires en la matière. Y a-t-il d'autres questions? Ah, je vois qu'il y en a. Oui, merci beaucoup pour cette session très intéressante et ces pratiques prometteuses. J'ai une question sur le nombre d'enfants privés de liberté dans l'administration de la justice. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage? Est-ce que ceci inclut les enfants détenus juste avant leur prison préventive, la détention provisoire? Et quels sont les acteurs qui participent à tout cela? Y a-t-il d'autres questions? La dernière? Hello. Oui, je suis Valérie Hunt du Pakistan. Et le pays a lancé en décembre 2024 le programme Réimaginer la justice au Pakistan. Et nous sommes aux premières étapes de ce programme. Nous le faisons en collaboration avec la société civile et l'UNICEF et certains partenaires techniques. Mais est-ce que vous avez, face à certains défis, c'est-à-dire lorsque l'on parle d'alternatives à la détention ou des mesures alternatives pour maintenir les enfants hors des salles d'audience ou des procédures, chez nous, nous proposons une autre forme d'institutionnalisation, pas forcément la détention, mais et nous avons des problèmes parce que si on parle donc de déjudiciarisation ou d'autres, nous devons parler d'autres environnements. Et donc, quelles sont les barrières que vous avez surmontées dans l'institutionnalisation lorsque vous avez des problèmes avec les enfants? Merci, voici les 2 dernières questions. Je suis sûre que vous en avez davantage. Et pour ce qui est des données, nous incluons en effet les enfants en détention provisoire et détention ferme. Donc c'est l'administration de la justice. Et on ne parle pas d'autres formes de détention comme... Et deuxièmement, on se fonde sur des données administratives, c'est-à-dire qu'il faut comparer les données des pays. Et ceci est un véritable défi. Ceci est la pointe de l'iceberg, comme la disait Shimon. Et voici notre appel, encourager les gouvernements à faire rapport de ces données. Et de fait, l'idée, c'est de voir ce qui se passe dans son pays. Nous devons obtenir des données, voir si les politiques ont une véritable incidence sur les enfants. Et au niveau de l'étude des Nations Unies, nous définissons détention comme privée de liberté. C'est-à-dire des enfants privés de liberté. Cela découle des normes internationales et vous pouvez utiliser tout type de nom, c'est-à-dire centre d'accueil, centre de réinsertion, mais ceci est une institutionnalisation. Et non, nous ne tolérons pas ça. Quand on dit pas de détention, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous dites non à la prison, il faut y aller petit à petit. Il faut réimaginer la justice et montrer les preuves et montrer
qu'au niveau, les réponses au niveau communautaire sont peut-être plus prometteuses. Et donc, c'est des preuves sur lesquelles nous nous fondons pour montrer que grâce à la déjudiciarisation communautaire, nous pouvons réduire les taux de récidive, ainsi que les coûts qui en découlent. Et donc, il est important d'investir dans ces réponses communautaires. Moderator. Bien, merci à toutes les intervenantes. Nous les applaudissons. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est que le début, que nous resterons en contact. Bien sûr, vous pouvez nous contacter, Shima et moi-même. Nous avons le document des bonnes pratiques. J'espère que vous le lirez après avoir écouté cet avant-goût. Et vous avez ces deux documents aussi au fond de la salle. Et vous pouvez bien sûr les partager avec vos collègues, les ramener dans vos pays respectifs. Merci, merci à toutes les intervenantes. Donc les changements sont possibles grâce à l'engagement et maintenant, nous allons donner la parole à José María Vélez, directeur général d'UNICEF Espagne, qui va clôturer cette session. Très bien, merci beaucoup, Lucia. Merci à toutes les intervenantes. Je suis le seul homme, je vais clôturer la session. Bien sûr, oui, ça traduit quelque chose. Il est bon de voir aussi un homme parmi le public. Bon, c'est très signifiant. Merci Blanca et merci au soutien de la Suède, au soutien de l'Espagne, à tout ce programme, à l'initiative. Merci de développer les capacités des professionnels. Merci d'élever les voix des enfants. Merci d'écouter tout le monde parce qu'il y a beaucoup de contributions, beaucoup de partenaires qui contribuent à cette labeur si importante. Shima nous a parlé de 3 axes qui reflètent, pour conclure, l'importance des données, ce que montrent les données. La situation s'améliore, mais les chiffres sont encore inacceptables, bien sûr. Le chiffre que nous souhaitons voir est celui de 0 quand il s'agit de privation de liberté des enfants. Et bon, il y a énormément de méconnaissance, d'invisibilité de la situation. Dans de nombreux pays, il n'y a pas de données fiables. Il faut donc continuer à les exiger. Nous avons parlé de réformes, de politiques publiques, de réformes du système judiciaire, de différentes affaires, de cette politique commune, ce document technique conjoint qui est paru dans le système onusien et qui est le fondement de ces pratiques. Les exemples que nous avons écoutés, il y a un guide technique donc qui englobe tous les aspects techniques possibles et débouche sur toutes les réflexions, toutes les expertises reflétées par les intervenantes. Ces expériences sont particulièrement riches et les interventions démontrent que ces efforts servent à éviter une victimisation secondaire, qu'une justice pour les enfants avec les enfants est possible, pour les protéger, pour leur apporter des garanties. Il ne faut pas adapter le système judiciaire aux enfants, mais créer un nouveau système pour eux. Donc, il y a des alternatives, des améliorations à apporter. Et espérons que nous puissions emprunter un nouveau chemin pour placer les enfants et les adolescents au centre. Et je termine en disant que nous souhaitons créer une communauté de pays, d'institutions engagées en faveur de cette réduction à 0 du nombre d'enfants privés de liberté, créer une justice qui les protège lorsqu'ils sont victimes. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. Muchísimas gracias a todas las ponentes que han estado hoy. Merci beaucoup à toutes les intervenantes. Merci à toutes les personnes qui ont participé.